Bon, il existe des centaines de vidéos sur SNK, entre les réactions, les reviews d'épisodes, les critiques, etc. Tout ça c'est très cool, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu plus complexe que ça. On voudrait montrer que SNK, c'est une des plus grandes œuvres de son époque, notamment parce qu'elle aborde des thèmes qu'on a vu traiter presque nulle part ailleurs. On va donc parler de sujets très politiques, mais promis, ça va être intéressant. Ah là, je poste un petit post qui va faire son bouquin, je le sais, je connais. Pour ceux qui s'inquiéteraient des spoils, ne vous inquiétez pas, on n'a pas lu le manga et on utilisera donc uniquement les éléments présents dans l'anime jusqu'à l'épisode 83-84, le 24e, 25e de la saison 4 en gros. Du coup, si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à regarder nos autres vidéos, c'est très important pour nous. Et le préambule étant terminé, on va pouvoir commencer tout de suite en vous parlant de la théorie du conflit de civilisation. Mesdames et messieurs, prenez place et écoutez bien. Le conflit de civilisation, aussi appelé choc des civilisations, c'est une théorie de Samuel Huntington, un professeur américain de sciences politiques, qu'il a présenté dans son livre éponyme en 1996. Cette théorie repose sur l'idée d'un monde divisé en plusieurs civilisations, qui seraient selon lui au nombre de 8. Les civilisations occidentales, slaves orthodoxes, islamiques, africaines, hindoues, confucéennes, japonaises et latino-américaines. Pour lui, une civilisation, c'est le mode le plus élevé de regroupement, et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer. Elle se définit par des éléments objectifs comme la langue, l'histoire, la religion, ainsi que par d'autres éléments subjectifs d'auto-identification. En partant de ce postulat, il en découle selon lui la notion de choc. En gros, si une guerre se déroule entre des civilisations différentes, elle a plus de chances de prendre des proportions énormes. Il en déduit une conflictualité irréductible des différentes civilisations sur la scène internationale. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. C'est comme si on était menacé par une menace aveugle. Mais il va plus loin. Comme la civilisation occidentale a dominé le monde depuis un moment, Huntington explique que les autres verraient en réaction leur identité renforcée, et s'élèveraient contre la civilisation occidentale. Cela revient en fait à opposer l'Occident, the West, et les autres civilisations, the Rest. J'en profite pour préciser que toutes nos sources seront en description. Oui, vous avez sûrement des sources, mais moi j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur elle faisait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. Au-delà des critiques qu'on peut faire de cette théorie, on la trouve intéressante pour analyser Shingeki no Kyojin. Parce que bon, si vous avez bien suivi, on voit un clair parallèle ici. On a plusieurs civilisations dans SNK. Déjà, les deux centrales, les Eldiens et les Mars évidemment. Mais on en voit aussi d'autres, comme les Asiatiques dont Mikasa ferait partie. Les Eldiens représenteraient bien sûr l'Occident, qui a longtemps dominé et qui est en train de décliner, étant rattrapé par les civilisations slaves, confucéennes et japonaises, c'est-à-dire la Russie, la Chine et le Japon. Le parallèle est très facile à voir, surtout qu'on retrouve parmi les Eldiens de nombreux personnages avec des noms européens, comme Jean Kirstein, qui est une espèce de mélange entre français et allemand. Au niveau international, tout comme dans notre monde réel, cet Occident est décrié par les autres civilisations, et attaqué de toutes parts comme étant un monstrueux colonisateur et esclavagiste. Quant aux Mars, j'ai du mal à les rapprocher à une autre civilisation en particulier, mais c'est logique puisque du coup on retrouve le schéma qu'on avait tout à l'heure, avec The West, Eldia, qui est opposé au reste. Il est d'ailleurs intéressant de noter que selon Huntington, l'élément déclencheur de la guerre de civilisation que l'on subit aujourd'hui, c'est la chute du mur de Berlin, alors que dans SNK, tout commence avec Berthold qui arrive et qui fout un coup de pied dans le mur Maria. Du coup, dans cette guerre de civilisation, on repère 4 comportements possibles. D'abord, ceux qui sont neutres ou verts. Dans notre monde réel, ce serait par exemple la Suisse. Dans SNK, c'est ceux qu'on voit le moins, mais on peut éventuellement penser aux Asiatiques. Ceux qui sont neutres et fermés, ce sont les isolationnistes. Ça correspond à l'ancienne famille royale dirigée par le roi Fritz, qui confinait sa population derrière les murs. Je pense qu'elle est ici une façon pour l'auteur de critiquer le Japon isolationniste, puisque dans les deux cas, ça a donné l'occasion aux pays ennemis de les rattraper et même les dépasser technologiquement. Dans le cas des Eldiens, c'était même plus que de l'isolationnisme et ça revenait carrément à du suicide. Kenny, この世界はそう遠くない未来、必ず滅ぶ。そのわずかな人類の黄昏に、私は楽園を築き上げたいのだ。Du coup, ça nous permet d'arriver sur le troisième comportement possible, le suicide. Comme on vient de le voir, le roi Fritz peut être rangé dans cette catégorie, mais celui qui incarne le mieux ce comportement, c'est Zeke et son camp, ainsi que dans une moindre mesure, les Eldiens de Mar. Pour rappel, le but de Zeke c'est d'utiliser le pouvoir d'Ymir pour rendre stérile l'ensemble des Eldiens afin que leur civilisation entière disparaisse. Ce qui est intéressant avec SNK, c'est que même ce genre de comportement peut être compris. Quoi? Comment ça, mon ref? Zeke déteste le fait qu'il soit né dans ce monde, et au lieu d'avancer comme le ferait Eren, il maudit sa naissance, voyant même le fait de tuer des Eldiens comme un acte de salvation. お前にしちゃ随分と安らかな死に方だろう。奪った仲間たちの命に比べてみれば。
奪ってない救ってやったんだそいつらから生まれてくる命をこの残酷な世界から En réalité, tout vient de leur ancêtre. Zeke et les suicidaires de manière générale considèrent qu'ils sont les enfants d'Ymir et qu'ils ont gagné la guerre de civilisation pendant des centaines d'années grâce à un pacte avec le diable, puis à travers le péché originel de l'esclavage. Mais comme ils se détestent eux-mêmes, ils ne peuvent pas se pardonner le fait que d'autres humains, voire même d'autres animaux, aient dû être sacrifiés pour leur permettre de vivre. Ils en viennent donc à penser que le monde serait meilleur sans eux et veulent littéralement se faire grand remplacer et disparaître, ce qui est le plan de Zeke. Le grand remplacement, c'est un processus. On en parlait déjà dans notre vidéo analysant Gabi. Il est facile de les voir comme une représentation des élites occidentales qui militent en permanence pour les droits des minorités, pour qu'il y ait moins de blancs à la télé, dans les films, dans les entreprises, pour que l'on arrête de faire des enfants car ça réchauffe la planète, tout en faisant venir des millions d'immigrés pour pallier à la dénatalité du pays. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement, quoi. J'ai vu quelque chose qui va pas. C'est du pur nihilisme. Ce sont des gens qui ont cessé de vouloir vivre, et même pire, s'en veulent tellement d'exister, qu'ils veulent entraîner dans leur chute tous leurs semblables, afin de purifier le monde de tout ce qui leur ressemble. Nos mœurs changeront, la créolisation est l'avenir du monde. Comme disait Nietzsche, partout où l'on prêche aujourd'hui la pitié, et je ne sache pas que l'on prêche encore à présent une autre religion, il faut que le psychologue ouvre les oreilles. À travers toutes les vanités, tout le vacarme propre à ses prêcheurs, il entendra une voix enrouée, haletante, la vraie voix du mépris de soi-même. Elle provient, si elle n'en est pas elle-même la cause, de cet assombrissement, de cet enlaidissement de l'Europe qui, depuis un siècle déjà, ne fait que croître. L'homme des idées modernes, ce singe orgueilleux, est excessivement mécontent de lui-même. Cela est certain. Il pâtit, et sa vanité permet seulement qu'il compatisse. La vision nietzschéenne est intéressante à utiliser ici, mais avant de continuer dessus, retournons un peu sur Gabi et les autres Eldiens de Mar. Comme mentionné, on a déjà fait une vidéo entière sur son analyse à elle, donc on va repasser rapidement dessus, et on vous invite à aller voir cette vidéo pour avoir plus de détails. Gabi a été beaucoup détestée depuis son introduction dans la saison 4, et c'est pour de nombreuses raisons bien sûr, notamment le meurtre d'un des personnages principaux, mais c'est surtout pour son asservissement idéologique à ses maîtres. Elle est une alien capturée par Mar, qui lui ont lavé le cerveau pour en faire un bon petit toutou, et elle joue parfaitement ce rôle. L'angle d'attaque utilisé par Mar, et donc Gabi, est assez intéressant puisqu'il s'agit en fait de celui utilisé par les indigénistes, les anticoloniaux, et globalement tout le courant woke actuel. En gros, leur logique est de dire que, comme le pays dominant les a esclavagisés il y a plusieurs siècles, Eldia dans SNK, l'Occident dans le monde réel, alors ce pays dominant a une dette envers eux, et doit des réparations aux pays opprimés. C'est une façon pour eux de prendre le pouvoir, et d'enfin prendre une certaine place dans l'histoire, tout en étant une justification bien utile à leurs propres actes, comme l'esclavage actuel des Eldiens, ou la tentative d'invasion de l'île du paradis, qui n'est pourtant plus du tout un danger. Bon, démontons cette idéologie point par point. Pour commencer, il faut dire que c'est assez cocasse de voir des esclavagistes reprocher l'esclavage qu'ils auraient subi il y a plusieurs centaines d'années. C'est le cas à la fois pour Mar, qui continue à garder des Eldiens esclaves, mais aussi pour notre monde réel, où ceux qui reprochent son passé à l'Occident sont souvent des gens qui viennent de pays où l'esclavage est encore pratiqué. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Mais le réel problème, c'est le fait qu'on fasse ici de la morale d'esclave. Ça va nous permettre de retourner sur Nietzsche, donc c'est nickel. Qu'est-ce que c'est donc que la morale d'esclave ? Nietzsche explique dans ses écrits qu'il y a quelques siècles, les concepts de bien et de mal n'existaient pas. Ou plutôt, ils existaient sous une autre forme. On avait plutôt une opposition entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je dis bien mauvais et pas mal. Il explique que les hommes décrivent toujours ce qu'ils sont comme étant bien, et ce qui leur est opposé comme étant mal ou mauvais. En gros, à l'époque, on avait les aristocrates qui considéraient que ce qu'ils étaient était nécessairement le bien. C'était la morale du maître, qui était développée par des hommes forts, sains et libres, capables de définir leur propre système moral. Ils voyaient ce qu'ils étaient comme bons, et ce qui ne leur ressemblait pas comme mauvais. Ils ne les considéraient pas comme des méchants, mais comme des faibles. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Ces mauvais, ce sont les esclaves, les êtres nés du ressentiment, qui ne vivent qu'en réaction. Il est décrit comme une race d'hommes pour qui la véritable réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne se dédommage qu'au moyen d'une vengeance imaginaire. La morale d'esclave est celle que ces êtres du ressentiment ont mis en place, et qui est celle qu'on voit énormément aujourd'hui. Comme ils sont incapables de créer leur propre sens moral, ils ne s'inscrivent qu'en réaction à celui des maîtres. Les maîtres valorisent la force, la grandeur, la volonté de puissance, la beauté car c'est ce qui les définit. Eh bien les esclaves feront l'inverse. C'est tout ce qui est petit, ce qui est bas, pauvre et malheureux, victime qui sera élevé au statut de saint.
Tout ce qui est grand, fort et puissant sera détesté. Le faible sera le gentil, et le fort le méchant. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. C'est pourquoi aujourd'hui, on a tant de haine envers les vilains riches, les vilains patrons qui osent gagner de l'argent, et qu'à côté, le statut de victime est de plus en plus recherché. Comme avec notre fameux non-binaire libanais qui se sentait extrêmement insulté d'être traité de blanc. Il va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. C'est-à-dire? Bah non, je suis à moitié libanais. D'accord, mais Bon. C'est cette morale d'esclave qui est aujourd'hui dominante et qui est bien présente aussi dans le discours de Gabi et de Mar globalement, qui en veut aux démons du paradis pour leurs actes passés. Sauf que cette morale d'esclave ne peut pas retenir Eren. Il a failli y succomber, mais il a fini par la dépasser, se libérant physiquement comme métaphoriquement de ses chaînes, en faisant de même avec son ancêtre Ymir et en lui rappelant qu'elle aussi avait le droit d'être libre, de prendre ses propres décisions. Puisque la vision nietzschéenne est ici particulièrement pertinente, on va continuer à l'utiliser. Ainsi, si Zeke était un suicidaire, la seule chose qui peut s'opposer à lui, s'opposer au nihilisme, c'est bien évidemment le surhomme. Et Eren incarne le surhomme à la perfection, et va donc employer le quatrième comportement possible dans cette guerre de civilisation, l'attaque et la domination. C'est la guerre. Le surhomme nietzschéen s'inscrit en opposition au reste des humains qui sont enchaînés par les fers de la société. Le surhomme détruit ses chaînes et crée sa propre voie. Il est caractérisé par son désir de liberté, son désintérêt pour la société et le passé, et la poursuite de ses propres objectifs. Il est celui qui s'incarne le plus en ce monde, celui qui se laisse guider par sa volonté de puissance, c'est-à-dire sa volonté de vivre. Il dépasse ainsi les valeurs de bien et de mal, et est profondément pragmatique. Si vous avez vu SNK, vous vous rendez forcément compte en entendant ça que Eren représente parfaitement cette figure du surhomme. D'abord, Eren fait preuve d'une extrême conviction, parce qu'il pense être le mieux, et il n'hésite pas à tuer des innocents, voire même exterminer l'ensemble des humains ne venant pas de l'île du paradis, si c'est ce qui est nécessaire pour que lui et ses proches survivent. Il montre ainsi qu'il a dépassé les concepts de bien et de mal, et n'agit qu'en fonction de sa volonté de puissance. Ensuite, Eren est extrêmement pragmatique. Sa vision du monde est très réaliste, et il ne perd pas de temps avec des scénarios bisounours. Il comprend que la réconciliation entre les Eldiens et le reste du monde qui les considère comme des monstres est impossible, et arrive à la conclusion logique que seul l'un des deux camps peut survivre. Enfin, Eren recherche la liberté plus que tout. Dès son enfance, il souhaitait sortir des murs qui l'enfermaient pour explorer le monde extérieur, et sa vie entière aurait été un combat permanent contre ceux qui voulaient l'empêcher d'être libre. Qu'il s'agisse du roi des murs et ses sbires, Reiner et Bertholdt, les titans qui barraient sa route, puis bien sûr Mar dans son ensemble. Ah. 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか? Il ressent d'ailleurs un profond mépris pour ceux qui ne sont pas libres, ce qui est particulièrement visible dans sa discussion avec Armin et Mikasa. 俺は自由だ。俺が何をしようと、何を選ぼうと、それは俺の自由意志が選択したものだ。アルミ、お前はまだ兄のところに通っているだろう。それは本当にお前の意志か？アルミ、お前の脳はベルトルトにやられちまった。敵に操られているのはお前の方だろう。ミカサ、お前もだ。アッカーマン一族はエルディアの王を守る意図で設計されたんだよ。本来の自分を失いただ命令に従うためだけに作られた一族。つまりは奴隷だ。やめろ、エレン！俺がこの世で一番嫌いなものがわかるか？不自由なやつだよ。もしくは家畜だ。そいつを見ただけでムカムカしてしょうがなかった。その理由がやっとわかったよ。何の疑問も抱かずただ命令に従うだけの奴隷が見るに耐えなかった。Pour conclure tout ça, je pense que SNK n'est pas forcément compris de la même manière par tout le monde. Étant devenu extrêmement populaire, il a forcément attiré un grand nombre de haters qui refusent de faire partie du troupeau. Sauf que contrairement à d'autres œuvres populaires mais qui n'auraient rien de réellement intéressant à dire, SNK cache de nombreux niveaux de lecture, et comme vous l'avez vu dans cette vidéo, ils sont loin d'être simples. A partir de là, reste à savoir ce qu'il va advenir de la fin de l'œuvre. On en a déjà parlé dans notre vidéo sur The Promised Neverland. On déteste quand un auteur crée une situation bloquée, une situation de dilemme comme c'est le cas ici,
pour au final annuler ce dilemme pour faire une fin bisounours où tout le monde est heureux. Ici, le dilemme c'est que soit Teldia disparaît, soit c'est les autres qui disparaissent, donc le grand terrassement était un choix logique pour Eren. Mais bien qu'on n'ait pas lu la suite du manga, on a bien compris que la majorité des gens n'étaient pas du tout satisfaits de cette fin. Donc on a bien peur que ça finisse avec un truc vraiment naze comme Eren qui comprendrait que c'est pas gentil d'être méchant et finirait par suicider les Eldiens ou un truc du genre. Après, il est bon de rappeler que Isayama lui-même n'était pas vraiment fan de sa fin, et qu'il a toujours vu l'anime comme la version finale de son œuvre, s'en servant pour corriger des erreurs de son manga. Il n'est donc pas impossible qu'on ait une fin totalement différente pour l'anime. Donc on va continuer à espérer, et on refera sûrement une nouvelle vidéo sur le sujet à ce moment-là. D'ici là, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura réussi à bien résumer tous ces thèmes très complexes. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à aller voir nos autres vidéos. Sur ce, nous, on vous laisse, et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.